Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc effectivement, comme Sylvie l'a indiqué, je suis Digi Bourdel, je m'occupe des applications et des projets donc, sur les systèmes de vide industriels. Et il y a une partie de ces projets qui effectivement concernent la Latex, notamment en chimie industrielle. Donc c'est le principal sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Donc il y a une cinquantaine, soixantaine de diapositives que je commenterai plus ou moins longuement en fonction de la complexité ou pas du sujet à traiter. Donc voilà l'agenda, le sommaire des différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Donc qui dit ATEX dit effectivement quelques petites définitions, des rappels, des explications sur les deux principales directives. Nous ferons un point sur quelque chose de très important qui est la classification des gaz qui sont véhiculés dans les pompes à vide. Nous aborderons les questions de marquage indispensables sur les matériels qui sont destinés à être utilisés dans des zones ATEX. Nous parlerons bien entendu de l'ATEX plus particulièrement pour les systèmes de vide, puisque nous chez Edwards c'est quand même notre vocation. Nous parlerons des différents moyens de protection que l'on peut utiliser ou qu'on applique sur nos matériels, avec quelques exemples d'applications spécifiques sur nos gammes de pompes à vide. Alors en termes de définition, donc latex, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ça signifie atmosphère explosive. Donc c'est un terme issu du français. Donc une atmosphère qui est ATEX contient essentiellement un combustible, donc qui est peut-être un alcool, de l'hydrogène ou autre, un comburant. En général, c'est l'air et son oxygène qu'il contient, mais ça peut être d'autres produits. Et ça concerne effectivement des mélanges qui peuvent être potentiellement inflammables, donc effectivement sous certaines conditions, inflammables sous l'apport d'une source d'énergie, qui peuvent être de différentes origines. Donc en général c'est une flamme ou une étincelle, mais ça peut être aussi, comme on le verra, une énergie électrostatique ou tout simplement mécanique. Bon, il faut savoir qu'effectivement les conséquences en termes d'inflammation d'une atmosphère ATEX peuvent être très sérieuses et effectivement engendrer des dommages matériels, mais surtout corporels. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une réglementation qui s'est mise en place pour prendre des dispositions concernant ces atmosphères et prendre effectivement toutes les mesures qui s'imposent. Donc on symbolise effectivement cette atmosphère par ce diagramme avec les différents facteurs qui rentrent en ligne de compte pour rendre possible une éventuelle explosion. Et c'est ce phénomène qu'on cherchera à éviter à tout prix. Donc là, on rappelle effectivement quelques petites définitions sur ce qu'est une explosion, qui est une réaction chimique qui entraîne soit une élévation de température ou une élévation de pression, et souvent les deux en même temps. Et ensuite, ça génère effectivement une déflagration, donc qui est la première étape, on va dire, donc avec une vitesse de front de flamme qui est en général inférieure à la vitesse du son et qui génère une pression de 10 fois la pression initiale. Bon, c'est important parce que quand on est à la pression atmosphérique, on peut générer une pression de 10 bars dans les éléments qui sont soumis à l'explosion, et ce qui est considérable. Quand on est sous vide, et on le verra en dessous d'une certaine pression, effectivement 10 fois une pression faible, les conséquences sont bien moindres. Et puis il y a après la détonation où là effectivement on a une vitesse de front de flamme qui est largement supérieure à la vitesse du son, qui se propage effectivement sous forme d'onde de choc avec une pression qui est encore plus élevée et donc avec les conséquences qui sont beaucoup plus dangereuses. Ce qu'on cherchera à faire à tout prix, c'est effectivement éviter les formations de zones dites ATEX, donc les zones inflammables, au travers de différents moyens. Donc, soit en maintenant la concentration des gaz ou vapeurs inflammables en dessous d'une certaine limite qu'on appelle la LIE, la limite inférieure d'explosivité en français. La façon la plus aisée de le faire, c'est de diluer effectivement ce gaz avec un gaz neutre, un gaz inerte. Donc en général, c'est de l'azote, mais ça peut être éventuellement de
de l'argon, en essayant de se situer à environ 25% de la LIE pour une question de marge de sécurité. On peut aussi, à l'inverse, maintenir la concentration des gaz au-delà de la limite supérieure d'explosivité. On verra effectivement qu'il y a deux limites, une limite inférieure et une limite supérieure, et on peut aussi être en excès de gaz ou de vapeur, donc qui ne rentreront pas dans les conditions d'inflammation. Et il faut aussi faire en sorte de maintenir une concentration d'oxygène qui soit en dessous de la valeur limite. Puisque là, c'est le comburant, effectivement, il faut faire attention qu'il n'y en ait pas trop. On représente effectivement les zones ATEX par souvent un diagramme, donc un diagramme en 3 dimensions, sur lequel on voit le combustible. Ici, c'est représenté avec du méthane. Un comburant qui est ici représenté par l'oxygène et un gaz neutre qui est ici représenté par l'azote. Et on voit effectivement qu'il y a des limites d'inflammabilité hautes et basses. Donc ici, on se situe à environ 5% en limite basse et à 60% en limite haute, valeur en dessous de laquelle et au-delà de laquelle l'inflammation ne peut pas se produire, sachant que la zone inflammable se situe dans la zone orangée. C'est la même question pour la quantité d'oxygène et la quantité d'azote. Donc, en dehors de ces limites, effectivement, il ne peut pas y avoir d'inflammation. Et quand on est à l'intérieur, l'inflammation est potentiellement possible. Donc, on va aborder effectivement les directives parce que c'est le centre, on va dire, de la TEX, directives qui ont été établies différemment selon les différents continents, voire les différents pays. Donc, vous pouvez le voir sur cette carte que selon les localisations, chaque pays ou chaque continent adopte sa propre directive et ses propres normes. Donc, en ce qui concerne l'Europe, puisque c'est ce qui nous concerne, la norme, c'est la TEX et la directive, c'est la directive Senelec. C'est bien entendu différent ailleurs et les fabricants doivent s'adapter à ces directives, et en particulier Edwards qui propose ces matériels sur toute la planète. Effectivement, il faut qu'à chaque fois, les matériels répondent aux différentes directives et aux différentes normes, ce qui n'est pas toujours très simple. Donc, les directives européennes, il y en a essentiellement 2, donc ils sont en vigueur depuis un certain temps. Il y a une directive qui est destinée aux utilisateurs de matériel, dont la plupart d'entre vous, je suppose, font partie, et une directive qui est destinée aux fabricants de matériel, dont Edwards fait partie. Donc, la directive des utilisateurs, c'est ce qu'on appelle la directive 1999-92-CE, donc qui est mise en application depuis le 1er juillet 2003, tout comme d'ailleurs la directive des fabricants de matériel. Et donc, ça concerne effectivement toutes les prescriptions qui visent à améliorer la protection concernant pas seulement les matériels, mais les travailleurs aussi, qui sont susceptibles d'être exposés au risque de la TEX. Et la directive des fabricants de matériel, elle, qu'on appelait auparavant la 94-9-CE, donc a été remplacée par la 2014-34-EU en avril 2016. Donc là, ça concerne essentiellement les matériels et les appareils qui sont susceptibles d'être utilisés dans les zones explosives. Donc la directive utilisateur met les responsables des sites industriels devant leurs responsabilités pour faire en sorte de mettre en place toutes les mesures pour pouvoir utiliser du matériel dans des zones à risque d'explosion. Donc en particulier sur un article 3 particulièrement, donc qui doit d'abord empêcher la formation d'atmosphères explosives, c'est la première des démarches, éviter l'inflammation et si jamais ça pouvait se produire, ce qui malheureusement arrive, eh bien il faut atténuer les conséquences de ces explosions. Donc l'utilisateur est censé classer les zones de fonctionnement selon différents degrés de dangerosité, si on peut dire. Donc il y en a 3 zones qui sont assez communément utilisées. En partant du risque le moindre, qui est en vert, donc c'est la zone 2, dans laquelle l'atmosphère explosive est présente peu fréquemment, peu souvent, et donc où les risques effectivement sont assez faibles. Ensuite, on passe à la zone 1, où effectivement on augmente la fréquence de risque de formation d'atmosphère explosive.
qui peut représenter en général la majorité des zones qui sont classées. Et la zone dite 0, où là, effectivement, le risque est quasi permanent ou très fréquent. Je fais juste un petit aparté, c'est que en ce qui concerne le matériel de pompe à vide, et on le verra tout à l'heure, on parle de zone interne et de zone externe, je reviendrai sur ce point. Donc l'utilisateur doit suivre un certain nombre d'étapes, donc les responsables de sécurité du site et la direction du site doivent suivre effectivement un certain nombre d'étapes en s'appuyant sur des organismes notifiés comme l'APAV, l'INERIS ou autres que vous devez connaître effectivement pour effectuer cette démarche de la façon la plus efficace possible, donc en différentes étapes, en récoltant toutes les informations concernant les produits qui sont utilisés, qui sont véhiculés ou stockés, en mettant en place une analyse fonctionnelle concernant ces installations, vérifier toutes les sources et les risques de possibilité de formation d'une atmosphère explosive, définir les zones, effectivement, bien établir les risques des différentes sources d'inflammation, et une fois que ça est fait, définir les zones, les classer, et bien entendu mettre en place toute la signalétique et l'information au personnel. Donc la première des démarches est effectivement de bien caractériser tous les produits susceptibles d'être inflammables. Hein. Ça va de l'hydrogène en passant par les différents alcools ou solvants qui peuvent être utilisés sur différents sites. Et une fois que cette démarche est effectuée, effectivement, on aboutit à une localisation et à une classification des dites zones. Comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, en ce qui concerne les pompes à vide, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, on parle de classification externe, c'est-à-dire le local dans lequel le matériel va être installé, et de classification interne, dans lequel, donc, qui concerne l'intérieur de la pompe à vide, l'intérieur des canalisations et éventuellement les différents matériels, l'intérieur des matériels qui sont raccordés. Je prends un exemple. Vous avez un réacteur, un four, un sécheur sous vide avec des canalisations qui mènent à la pompe. Donc, l'utilisateur devra dire si, en fonction du degré de risque, si la zone interne est zone 0, zone 1 ou zone 2, de même que le local en question, qui lui ne peut être que zone 1 ou zone 2. On ne peut pas avoir de zone 0 dans un local, auquel cas on ne pourrait pas y pénétrer. Donc, en général, les classifications externes concernent uniquement la zone 1 et la zone 2. Souvent, les zones internes ont un degré supérieur à la zone interne, à la zone externe. Je m'explique. Souvent, un local peut être classé zone 2 et l'intérieur des canalisations zone 1, ou zone 1 le local et zone 0 l'intérieur des canalisations. Après, le fabricant, lui, il doit respecter donc sa propre directive et proposer du matériel qui soit certifié selon la zone de fonctionnement. Donc, effectivement, les choses ne sont pas bien faites puisque quand on a une zone 0, on doit mettre en place un matériel de catégorie 1, puis un matériel de catégorie 2 pour la zone 1 et un matériel de catégorie 3 pour la zone 2. Donc, sachant qu'effectivement, le matériel de catégorie 3 ne nécessite pas les mêmes degrés de protection et de certification que les matériels de catégorie 1 qui, eux, doivent être équipés d'au moins 2 moyens de protection. Je prends l'exemple de pompe à vide, où le matériel de catégorie 3 ne nécessite qu'un minimum de protection. En général, c'est une sonde de température. Le matériel de catégorie 2, on pourra rajouter effectivement un capteur de pression, par exemple, ou un système de dilution au gaz neutre, ou de réduction de vitesse du moteur. Le matériel de catégorie 1, lui, devra pouvoir être équipé de dispositifs permettant de contenir une éventuelle explosion interne. Et souvent, sur les pompes à vide, ce sont ce qu'on appelle des arrêts de flamme sur les briques d'aspiration et de refoulement qui empêchent toute propagation de flammes de part et d'autre de la pompe à vide et donc qui protègent les installations environnantes. Donc, le fabricant, avec cette directive 2014-34, est obligé de suivre une certaine procédure
pour évaluer la conformité de ces matériels par rapport à la directive, donc selon la différente catégorie. Donc plus la catégorie est faible, plus la procédure est simple. Donc souvent pour les matériels de catégorie 3, c'est un simple contrôle de production interne. Éventuellement, un organisme notifié peut aller vérifier dans l'usine du fabricant un appareil en question. Pour le matériel de catégorie 2, il faut remplir un dossier technique et le déposer auprès d'un organisme notifié qui souvent le classe et qui ne l'inspecte pas obligatoirement. Alors que le matériel de catégorie 1 doit faire obligatoirement l'objet d'une attestation CE avec un examen par un organisme notifié. En l'occurrence, pour les pompes à vide, ce sont des organismes qui sont vraiment très spécialisés dans le domaine et qui font des tests en vraie grandeur d'explosion interne, de propagation de flammes. Celui que Edwards utilise est Tibexu, qui est en Allemagne, qui est spécialisé dans le domaine et qui d'ailleurs vérifie beaucoup de pompes à vide de différents fournisseurs. Donc le dossier de construction technique qui doit être rempli, notamment pour les matériels de catégorie 2 et les matériels de catégorie 1, très complet. Donc il doit effectivement décrire l'équipement dans le détail, avec les plans, effectuer une analyse de risque. Donc tout ça, ça concerne effectivement les relations entre le fabricant et l'organisme notifié. Nous ne communiquons pas en général à nos clients les analyses de risque internes, sachant que le matériel étant certifié, ce n'est pas nécessaire. Je le dis parce qu'on nous le demande de temps en temps, mais nous ne sommes pas obligés de le communiquer et en général on ne le fait pas parce que c'est souvent des dossiers très complets. Bien entendu, il faut que le manuel d'instruction soit complet aussi, c'est-à-dire qu'il comporte toutes les recommandations d'utilisation dans tous les cas de figure. Et donc, bien entendu, tout cela est effectué avec des évaluations internes, des calculs, des mesures permettant effectivement de démontrer que le matériel est sûr. Donc, à l'issue de cela, le matériel en parallèle doit être équiper effectivement des moyens de protection et être clairement marqué, puisque le marquage est obligatoire pour tous les matériels qui sont utilisés en zone dite ATEX, avec un certain nombre d'informations sur le matériel lui-même et sur la documentation qui l'accompagne. Donc on voit qu'il y a effectivement une interaction entre l'utilisateur et le fabricant de matériel, bien entendu, au travers de ces deux directives, avec effectivement d'un côté l'analyse de risque qui est effectuée par l'utilisateur sur son site pour classifier les zones, et de l'autre côté, le fabricant qui doit fournir le matériel en adéquation avec ces classifications de zones par des matériels de différentes catégories qui doivent effectivement être accompagnés de toute la documentation nécessaire et indispensable. Cette partie théorique étant passée, on va aborder maintenant quelques points techniques sur la classification des gaz, des vapeurs. Donc, puisque effectivement une pompe à vide est censée véhiculer des gaz et des vapeurs exclusivement, en général c'est pas du liquide ni du solide, donc on s'attache à étudier plus particulièrement ce qui se passe sur les différentes classes et groupes de produits qui sont pompés. Donc, il y a différents paramètres qui sont pris en compte lorsque l'on s'attache à évaluer le risque par rapport aux gaz et aux vapeurs qui sont pompés. La première, c'est l'interstice expérimental maximum de sécurité, donc on appelle l'IEMS. La deuxième, c'est l'énergie minimum d'ignition. Donc, effectivement, plus l'IEMS est faible, et bien plus le risque est élevé. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste dans les pages suivantes. Et c'est la même chose, plus l'énergie, mais ça se comprend, plus l'énergie minimum d'ignition est faible, plus le risque est élevé également. Donc l'interstice expérimental maximal de sécurité, c'est quelque chose qui est très précis lorsque l'on fait des tests dans une enceinte fermée. C'est l'épaisseur maximale de la couche d'air entre deux parties d'une chambre, donc d'un appareil d'essai, qui, lorsque le mélange est inflammé, empêche l'inflammation du mélange gazeux à travers un épaullement de 25 mm, ça c'est la norme.
Et donc, effectivement, on voit que plus le gaz se propage facilement dans un interstice faible, mais plus il est classé comme étant dangereux. Donc, en fonction de cela, il y a eu 3 groupes qui ont été constitués, que l'on connaît depuis très longtemps, qui sont le groupe 2A, ou le groupe 2B et le groupe 2C, qui sont caractérisés chacun par une valeur, donc qui est un interstice expérimental maximal de sécurité, qui est très faible pour les gaz qui s'enflamment très facilement, et qui est plus élevé pour des gaz ou des vapeurs qui s'enflamment moins facilement. Donc, je prends l'exemple du bisulfure de carbone, ou de l'acétylène ou de l'hydrogène qui sont classés 2C. L'hydrogène étant un cas à part, puisqu'il peut être parfois 2C et 2B, comme on verra tout à l'heure, et ainsi de suite. On a effectivement une classification 2B pour d'autres familles de produits, et finalement, on a 2A. Donc, tout ça a une importance prépondérante dans la certification des matériels et le marquage qu'on y impose. Effectivement, je disais que l'hydrogène était un cas particulier, puisqu'il peut être parfois classé dans la famille des groupes 2C ou dans la famille des groupes 2B. Donc, en fonction de sa concentration, effectivement, selon le niveau de concentration d'hydrogène dans le mélange, eh bien, il ne peut être que 2B, donc ça veut dire qu'il va s'inflammer dans des conditions différentes que s'il est dans des proportions entre 14% et 45%, pour être très précis, auquel cas là, il devient effectivement un gaz 2C. Souvent, les matériels aussi présentent une certification particulière pour l'hydrogène en indiquant 2B plus H2. L'hydrogène étant un petit peu à part, souvent ça fait l'objet d'une certification spécifique. Bon, l'hydrogène n'est pas forcément utilisé très fréquemment partout, mais quand il l'est, effectivement, il doit faire l'objet de mesures très particulières, parce que c'est effectivement un gaz très inflammable et qui peut donc se révéler potentiellement dangereux. L'énergie minimum d'ignition, comme on l'a vu, effectivement, bah, c'est une valeur au-dessus de laquelle, effectivement, le mélange, le gaz, peut s'inflammer sous forme d'une flamme ou d'une étincelle. Et ces valeurs sont en général très faibles, hein, puisque dans le graphique de gauche, vous voyez là, par exemple, qu'une décharge électrostatique, par exemple, a une énergie d'en général 1 millijoule. Donc, 1 millijoule, c'est 1000 fois plus qu'un microjoule. Et on voit que la plupart des gaz et des vapeurs qui sont dans le tableau de droite sont exprimés en microjoules. Donc, effectivement, les énergies d'ignition sont très faibles, beaucoup plus, effectivement, comme vous le voyez, pour l'hydrogène ou l'acétylène, que pour le méthane ou le butane. Bien qu'on puisse penser que le méthane et le butane puissent s'enflammer facilement, et bien l'énergie d'ignition est en général 20 fois plus grande que pour des gaz comme l'hydrogène ou l'acétylène. Bien entendu, quand l'énergie n'est pas atteinte, l'inflammation ne peut pas se produire. Donc effectivement, on visera à éviter la présence de sources d'ignition, mais parfois c'est pas forcément possible. Et bien entendu, après on essaiera de se situer dans des zones de concentration où l'inflammation n'est pas possible non plus. Mais quand on ne peut pas faire autrement, mais il faut prendre d'autres mesures qui sont éventuellement des mesures de dilution ou de protection tout simplement. Donc pour résumer sur ces deux valeurs assez fondamentales en matière d'évaluation des gaz par rapport à leur risque d'inflammation, donc vous avez à la fois l'interstice maximal de sécurité et à la fois l'énergie minimum d'ignition, et donc ça conduit effectivement à la classification de ces gaz et ces vapeurs dans les 3 différents groupes qui sont classés on va dire, moins risqué au plus risqué, de 2A à 2B en passant par 2C. Ces valeurs d'interstice maximal de sécurité sont en particulier pour les pompes à vide, et notamment déjà pour les jeux internes qui sont par construction dans les pompes à vide, mais aussi dans les dispositifs de protection pour des matériels de catégorie 1, et je pense aux arrêts de flamme, donc qui sont des dispositifs coupe-feu qui servent effectivement à éviter toute propagation de flamme.
les interstices des mailles métalliques qui équipent les arrêts de flamme ne sont pas les mêmes sur des appareils de type 2B ou de type 2C. Et quand on sait qu'on a affaire à des matériels de groupe 2C, effectivement, il faut mettre des arrêts de flamme qui sont avec un maillage plus fin et pour éviter toute propagation de flammes, et qui ont aussi l'inconvénient, malheureusement, de créer des pertes de charge plus importantes. Donc, effectivement, on travaille de près avec les fabricants d'arrêts de flammes, même si les matériels de catégorie 1, dits pour zone 0, sont assez rares, puisqu'ils sont très contraignants. Déjà, il ampute un peu les capacités de pompage des pompes à vide. Et puis, en plus, ils obligent effectivement les utilisateurs à mettre en place des moyens de protection souvent supplémentaires et qui peuvent s'avérer coûteux. Donc, l'analyse de risque, classifier la zone entre une zone 0 et une zone 1 doit être faite très précisément pour éviter on va dire, de surprotéger les matériels. Autre paramètre important dans la définition du risque associé aux gaz et aux vapeurs qui sont pompés, c'est la température d'auto-inflammation. Donc, elle est caractéristique pour chaque vapeur, elle est différente pour chacun des vapeurs et des gaz qui peuvent être pompés. Et c'est la température la plus basse d'une surface chaude, donc à laquelle, dans des conditions spécifiées, l'inflammation peut se produire. Donc, les surfaces chaudes, ça peut être, en ce qui concerne les pompes à vide, c'est l'intérieur des pompes à vide. Donc là aussi, les gaz sont classés selon différentes classes de température, qui va de T1 à T6, sachant que à T1, effectivement, on est à 450 degrés, donc le gaz ne s'enflamme pas facilement. Il faut vraiment qu'il soit en contact d'une surface très très chaude pour pouvoir s'enflammer. A contrario, un gaz du groupe T6, bon, qui est assez rare, je pense au bisulfure de carbone, n'a besoin que de 85 degrés de surface avec lequel il est en contact pour s'inflammer. Très souvent, les classes de température utilisées dans la chimie industrielle sont de l'ordre de T4, donc où il est demandé de ne pas dépasser une température de surface de 135 degrés, ou le plus souvent une classe T3, donc on ne doit pas dépasser 200 degrés. Il faut savoir que plus on augmente l'indice de classe de température, plus il est difficile effectivement de mettre en place les matériels qui respectent ces classes. Parce que souvent dans les pompes à vide, effectivement, et je pense plus dans ces cas-là aux pompes à vide sèches plutôt que pompes à vide à eau liquide qui sont froides, dans les pompes à vide sèches, on atteint très facilement des températures supérieures à 100 degrés. Une fois tout ceci effectué, les fabricants doivent effectivement d'identifier leurs produits par un marquage, donc qui est spécifié, qui est normalisé et qui a évolué il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps effectivement, donc avec une nouvelle directive où on retrouve le symbole X pour l'information à texte, le petit 1 ou le petit 2, donc pour le groupe de gaz, en général c'est plutôt 2, en ce qui concerne les utilisations en chimie industrielle ou en métallurgie ou en sidérurgie. Et ensuite il y a le groupe de gaz, effectivement, donc le 2 concerne la catégorie, donc catégorie 2 par exemple pour les gaz, on peut avoir aussi la lettre D pour la poussière, pas trop, qui s'applique pas trop aux pompes à vide. Et on retrouve après les types de protection, donc avec des petites lettres, le groupe de gaz de C, donc H ici est nouveau, c'est apparu il y a quelques années dans la nouvelle directive. Le groupe de gaz ici qui peut être de A, de B, de C. La classe de température, donc qui est la température maximale à laquelle peut être soumis le gaz. Donc ici, ce sera T6, donc il ne faudra pas que la température de surface maximale soit supérieure à 85 degrés. Et encore une lettre supplémentaire, donc qui est apparue dans la nouvelle directive, qui indique dans quelle zone le matériel peut être utilisé à nouveau. C'est-à-dire ici, la zone 1, puisqu'on a un matériel de catégorie 2. C'est assez
assez rébarbatif, parfois pas facile à comprendre, mais c'est indispensable. Donc il y a ce marquage pour le matériel non électrique et il y a un marquage un peu différent pour les matériels dits électriques. En général, c'est l'instrumentation ou les moteurs, où il y a des types de protection qui diffèrent. Donc ici, on a par exemple le petit cycle IA qui concerne la protection par sécurité intrinsèque en particulier. On peut avoir aussi la lettre D pour l'enveloppe anti-déflagrante. Donc il y a eu effectivement un marquage qui a évolué avec l'évolution de la directive, où il y a quelques petits indices supplémentaires comme GA, GB, donc en particulier pour les différentes zones, qui sont apparus en plus des lettres et des chiffres qui apparaissaient dans l'ancienne directive. Ici, ça concerne le matériel électrique, puisqu'on retrouve les modes de protection ici, qui sont la sécurité intrinsèque ou la protection antidéflagrante. Je reviendrai dans les diapositives suivantes sur les différents types de protection, en particulier qui s'appliquent aux pompes à vide. Donc, un ensemble de vide, il est installé effectivement pour faire le vide sur une installation. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut retrouver sur une installation de chimie industrielle, où on a en général un appareil qui peut être un réacteur, une cuve, un filtre sécheur, par exemple, un sécheur sous vide, avec ici parfois un condenseur avec sa recette à condensat pour effectivement récupérer les gaz et les vapeurs qui peuvent se condenser sous vide, et puis le système du vide en lui-même, donc ici qui est représenté de façon symbolique par 3 étages, des fois il y en a que 2, des fois il y en a qu'un, avec différentes valeurs qui doivent être prises en compte. Donc tout ça, ça fait partie effectivement de l'étude des paramètres et des données qui nous sont communiqués par les utilisateurs pour évaluer déjà en un premier temps le système de vide qu'on doit mettre en place, et aussi surtout en ce qui concerne latex, d'évaluer les différents paramètres qui en plus peuvent évoluer au cours de la fabrication de la réaction. Donc il y a la composition des gaz en arrivée, c'est-à-dire en sortie de fabrication. Il y a son débit massique, effectivement, des gaz, il y a la température d'entrée, la pression, bien entendu, tout ça, ce sont des paramètres très importants qui, comme je vous le disais, peuvent évoluer en fonction du temps. Donc, souvent, il est assez fréquent qu'on ne pompe pas qu'une espèce de gaz, mais un mélange. Donc, il faut étudier tous les paramètres liés à ces mélanges de gaz, qui sont donc les limites inférieures et supérieures d'inflammabilité, l'énergie d'ignition, les températures d'auto-inflammation. Tout ça doit être analysé, et en général, on demande aux utilisateurs pour on va dire, les gaz et les vapeurs qui ne sont pas forcément dans la littérature, de nous fournir ces éléments. Comme on peut demander effectivement les courbes de tension de vapeur, là, ça concerne plus l'efficacité du groupe de vide et les comportements des gaz et vapeurs sous vide. C'est pas lié à la sécurité, mais ça fait partie des données, donc ces données sécurité qui nous sont nécessaires. Et puis, bien entendu, la pression de refoulement à laquelle sera exposée la pompe à vide, puisqu'une pompe à vide refoule en général à la pression atmosphérique, mais parfois la pression peut être supérieure pour certains besoins de traitement des vents de gaz. Donc effectivement, il faut vérifier les températures de surface par rapport aux températures d'auto-inflammation. Donc on tient compte, comme il a été rappelé tout à l'heure, des températures de surface en général internes et non, ou externes pour la classification externe, bien entendu, et non pas la température des gaz elle-même, puisqu'elle peut être différente. On a parfois, sous l'effet de la compression interne, des gaz qui peuvent être à une température supérieure à la température de surface qui, elle, doit être prise en considération. Donc, selon aussi les régimes d'écoulement, ces données peuvent être différentes. Et on doit bien entendu prendre une marge de sécurité pour ne pas être à la limite. Et donc, en fonction de ces analyses et de ces données, on peut être contraint ou forcé à mettre en place certaines mesures
qui peuvent être par exemple limiter la vitesse maximum de rotation, puisque en général une pompe à vide, plus elle tourne vite, plus elle comprime et plus la température interne est élevée. Donc on utilise de plus en plus à ce sujet des variateurs de vitesse sur les moteurs des pompes, qui servent pas seulement aussi à la sécurité, mais parfois à l'adaptation du régime de fonctionnement des pompes à vide et le contrôle de la pression de travail. On tient compte effectivement de la température à laquelle les gaz sont pompés, savoir si on met en place ou pas des refroidisseurs ou des échangeurs de chaleur, et bien entendu vérifier les différentes utilités pour le refroidissement des pompes à vide, que ce soit éventuellement la température ambiante pour les pompes qui sont refroidies par air, ou les températures des fluides de refroidissement pour les pompes qui sont refroidies par liquide. En général, c'est l'eau, mais ça peut être d'autres types de fluides. Donc là, c'est juste un exemple dans la petite photo de droite, des analyses que l'on fait pour nos pompes Roots, puisque comme je vous l'ai montré ici, vous avez effectivement ici une pompe à vide dite primaire, et vous pouvez avoir effectivement différents étages de compression. En général, ce sont ce qu'on appelle des pompes Roots, qui sont des pompes à lobe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent ces machines. Et donc, ils doivent faire aussi l'objet d'analyse et de vérification des températures internes liées au taux de compression des machines, puisqu'en général, c'est valable aussi pour les pompes Roots, avec des taux de compression qui sont beaucoup plus faibles que sur les pompes primaires. Les températures sont proportionnelles au taux de compression. Donc, effectivement, tout ça s'analyse par le biais de logiciels, puisque on a caractérisé tous nos matériels, et en fonction des différentes données d'exploitation, de pression, de température, d'utilité, on est à même de vérifier si le matériel peut être utilisé de façon parfaitement sûre, ou s'il faut définir des conditions d'utilisation en limitant soit des vitesses de fonctionnement, soit des températures de refroidissement par exemple, ou des températures de gaz qui doivent être ou pas refroidies. Donc, il faut faire attention aussi aux sources d'énergie, en particulier à l'énergie électrostatique, donc qui peut être présente de façon très pernicieuse, très subtile. Effectivement, l'écoulement des fluides peut entraîner des phénomènes d'électrisation, donc qu'il faut prendre en compte. Les impuretés aussi, éventuellement, qui sont présentes dans les fluides véhiculés, peuvent aussi être à la source de phénomènes électrostatiques. Donc, il faudra faire attention aux matériaux que l'on utilise, de faire en sorte qu'ils soient conducteurs, et que ce soit donc les matériaux métalliques ou les matériaux type en polymère, donc que l'on utilise aussi dans nos matériels. Donc, il faut s'assurer d'une continuité électrique des différents composants, donc et faire des jonctions pour s'assurer que il y a une bonne conduction, notamment quand on incorpore des vannes ou des filtres, enfin tout un tas d'appareils qui peuvent être partie d'un système que l'on fournit, puisqu'on ne fournit pas bien entendu que des pompes, mais on fournit tous les systèmes périphériques qui composent le système complet. Et les opérateurs devront aussi faire attention par l'intermédiaire de leurs équipements. Donc on a dit qu'effectivement la pression de travail était très importante, et la pression interne donc qu'il y a dans les canalisations et dans les pompes. Plus la pression est faible, effectivement, d'une part, moins les conséquences sont dramatiques, puisqu'on a vu qu'il y avait en général une augmentation de pression de l'ordre d'un facteur 10 pour une déflagration. Et donc, quand on est sous vide, effectivement, les conséquences sont moindres que quand on est à la pression atmosphérique. Mais on sait aussi que en dessous d'une certaine valeur, eh bien, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait une inflammation. Donc, c'est la pression minimale d'inflammation. Et en général, pour la plupart des produits, mais alors c'est très variable, mais en général, en dessous de 60 millibars, il n'y avait quasiment aucun risque de combustion. Donc, souvent, quand le matériel est utilisé en dessous de ces valeurs, on sait que de toute façon, les risques sont très faibles qu'il y ait inflammation. Donc ça aussi, ça peut être un moyen de protection sur les installations de vide.
Donc les moyens de protection donc, qui sont normalisés, donc en général donc, qui sont définis et caractérisés par une lettre qui suit le sigle EX, donc avec une norme qui s'y rapporte, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc ces lettres ont été mises en place au début de la directive et ont évolué par la suite. Hein. Il y a des nouveaux marquages qui ont été mis en place. Ça concerne les matériels dits non électriques et ça concerne aussi les matériels électriques, donc avec un lettrage qui est parfois différent. Donc, parmi les plus connus, on peut citer, et on va les détailler tout à l'heure, la sécurité de construction, donc XC, une enveloppe antidéflagrante XT, ou la sécurité intrinsèque XI, peut-être IA ou IB. Edwards n'utilise pas les dispositifs anti-étincelles, d'immersion dans l'huile ou de surpression interne que peuvent utiliser d'autres fabricants de matériel. Mais en général, pour les pompes à vide, ça concerne plutôt les lettres que vous voyez ici. Et donc, il y a un dispositif de protection déjà essentiel qui concerne les règles générales par rapport à cette norme-là. Donc, on retrouve quasi systématiquement la lettre H. Et puis en fonction de la zone de fonctionnement, on peut avoir différents types de protection, différents moyens de protection, donc en contrôlant les sources d'inflammation ou avec sécurité de construction ou avec une protection antidéflagrante, donc XT. Donc c'est variable selon le zone de fonctionnement et puis aussi la catégorie de matériel et la technologie du matériel. Donc, par exemple, on va passer en revue quelques-uns de ces modes de protection. Donc, le contrôle des sources d'inflammation avec la lettre B, donc qui consiste à faire en sorte que, eh bien, on surveille effectivement l'installation, en général avec des capteurs et qui sont reliés à une chaîne de sécurité pour faire en sorte qu'en dépassant certaines valeurs, bon, ça peut être de la température, ça peut être de la pression, ça peut être un taux d'oxygène. On met l'appareil hors énergie de façon à ce qu'effectivement il soit arrêté pour qu'on puisse vérifier d'où vient le dépassement de ces paramètres. Donc en fait, on empêche ainsi la survenue d'une inflammation qui peut être dangereuse. Donc comme je vous le disais, ça peut être les températures, les pressions, le dispositif éventuellement de nettoyage du matériel. Alors, la sécurité de construction, là, c'est plus par rapport à la technologie du matériel. Donc, faire en sorte que le matériel, quand il est conçu et construit, on évite toute source d'inflammation. En général, sur des pompes à vide, on évitera les frottements, les risques de contact métal sur métal qui peuvent générer des étincelles. On va dire, c'est une norme de protection, donc la sécurité C, qui est utilisée quasi systématiquement sur toutes les pompes à vide Edwards. Donc, ça concerne le choix des matériaux, le type de conception et bien entendu aussi les recommandations d'utilisation et de service pour ne pas utiliser le matériel dans des conditions différentes de celles pour lesquelles il a été conçu et aussi en ce qui concerne son entretien, de faire en sorte de ne pas modifier le matériel en question lors des phases d'entretien. Toujours pour du matériel non électrique, donc en particulier les pompes à vide, on parle souvent d'enveloppe antidéflagrante, donc avec la lettre D, donc qui concerne effectivement une enveloppe qui résiste à la pression lorsqu'il se passe une explosion à l'intérieur de celui-ci. Donc déjà, il y a la résistance à la pression et éviter la transmission de l'explosion. Donc c'est utilisé sur quelques modèles de pompes à vide Edwards, en particulier des pompes à vide sèches, qui sont utilisées dans la chimie industrielle, par exemple. Après, pour les matériels électriques, c'est un peu différent. Donc, on n'a pas affaire forcément au même type de protection, mais on en retrouve quelques-unes quand même. Donc, les règles générales, avec la norme C, la protection antidéflagrante avec la petite lettre D,
Et on peut aussi trouver de la sécurité augmentée avec la lettre E, la sécurité intrinsèque avec la lettre I, à chaque fois accompagnée d'une autre lettre concernant le mode de protection. C'est assez précis. Et éventuellement l'encapsulation, donc qui consiste à protéger avec une enceinte spécifique, en particulier par exemple on trouve ça sur les vannes ou les électrovannes, avec la lettre M. Donc là, vous voyez sur cette page les modes de protection en E en sécurité augmentée ou en I en sécurité intrinsèque. Ça concerne bien entendu les matériels électriques. Donc, effectivement, les matériels Edwards, donc en particulier les pompes à vide, sont pour une partie d'entre elles certifiées ATEX, puisqu'on a des gammes de pompes à vide qui sont destinées à être utilisées hors zone ATEX et d'autres modèles de pompes qui peuvent être utilisés à la fois hors zone ATEX mais aussi en zone ATEX. Donc, en particulier les pompes à vide sèches, qui est une des grosses parties de l'activité d'Edwards, dans tous les domaines d'activité, dans tous les marchés, dans tous les types d'applications. On trouve des pompes à vide sèches un peu partout. Et là, vous avez à l'écran quelques exemples de pompes à vide dites de technologie à vis ou de technologie à bec qu'on retrouve assez fréquemment dans les applications de chimie industrielle, donc qui sont à la fois conçues avec un code de construction C et aussi avec une enveloppe antidéflagrante avec la petite lettre D. Donc on retrouve là plus non pas des pompes mais des systèmes sur lesquels il y a un certain nombre d'équipements, sur lesquels on peut voir des pots filtrants ou séparateurs, des condenseurs, des recettes. Ici, vous avez une pompe Woods qui équipe effectivement, qui complète la pompe à vide sèche que l'on voit ici. Vous avez effectivement pour du matériel de catégorie 1 pour zone 0, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les fameux arrêts de flamme que l'on retrouve ici. Donc, ils sont des dispositifs coupe-feu, donc assez imposants, que l'on met systématiquement sur la bride d'aspiration et ici sur la bride de refoulement des pompes à vide, et qui sont censés empêcher toute propagation, enfin qui empêchent même dans la pratique toute propagation de flammes en cas d'explosion interne. Donc ça arrive fort heureusement très très rarement, mais quand ça arrive effectivement, le but étant de ne pas faire en sorte que les flammes se propagent. Alors en général souvent plus facilement au refoulement puisqu'on est à la pression atmosphérique, sachant qu'ici à l'aspiration des pompes, on est sous vide, donc la propagation de flammes se produit beaucoup plus difficilement quand on est sous vide. Mais il n'empêche que pour confiner complètement une éventuelle explosion à l'intérieur des pompes, on est obligé d'équiper les deux brides de ces arrêts de flammes. Ce qui n'empêche que, en dehors de cela, certains utilisateurs peuvent avoir un matériel de catégorie 2 pour zone 1 sur lequel ils préfèrent aussi, on va dire, mettre un dispositif de protection supplémentaire, même s'il n'est pas obligatoire, en imposant des systèmes d'arrêt de flamme. Ça arrive et c'est tout à fait possible. Le concept de sécurité de construction C, donc, est quasi systématique sur toutes les pompes Edwards, que ce soit des petites pompes sèches à spirale, donc les pompes mécaniques Roots, comme on les a vu tout à l'heure, qui fonctionnent dans la pointe de pompe dite primaire, toute la gamme de pompes à palette qui est assez vaste, et aussi les pompes à vide à anneaux liquides qui sont utilisées généralement sur les procédés industriels avec des grosses capacités de pompage. Donc les pompes à vide à anneaux liquides, contrairement aux pompes à vide sèches, ont en général, par principe de fonctionnement, de températures internes beaucoup plus basses que de pompes à vide sèche, puisque effectivement il y a un liquide, en général de l'eau qui circule à l'intérieur, et déjà les risques d'explosion interne en ce qui concerne l'eau sont très faibles, de propagation aussi, donc les conditions de sécurité liées à la conception et l'utilisation des pompes à vide à anneaux liquides sont en général plus légères, bien moindres à prendre en compte que sur des pompes dites sèches. Donc effectivement, sur une pompe à vide à anneaux liquides, pour un matériel de catégorie 3 en zone 2, il n'y a rien de requis. Pour le matériel de catégorie 2 en zone 1, selon que l'application soit dite propre ou sale,
Il n'y a rien de spécifique, sauf selon le type de système qui est mis en place avec un système de recirculation totale. Donc là, on met en général une sonde de température. Et si l'application est sale, il faut faire en sorte que les garnitures mécaniques d'étanchéité soient équipées d'un rinçage externe avec une mesure de débit ou pas, si le liquide a un point d'ébullition supérieur à 100 degrés. Donc vous voyez, c'est des conditions qui sont assez précises et assez strictes, donc que l'on examine quand on doit mettre en place une pompe à vide à anneau liquide en zone ATEX. Et bien entendu, là, il y a une petite erreur, c'est pas catégorie 3 pour zone 0, c'est catégorie 1. Donc là, il faut avoir un dispositif encore supplémentaire. On doit mesurer à la fois le débit et la pression de rinçage sur les garnitures mécaniques avec la sonde de température et un système de graissage automatique déroulement. Donc effectivement, tout ça, c'est un peu plus contraignant sur du matériel de catégorie 1 pour zone 0, mais qui, dans le domaine des pompes à vide à anneau liquide, est somme toute assez rare. Voilà, donc un petit exemple que l'on peut retrouver sur un système de pompe à anneau liquide avec recirculation totale, avec un pot séparateur pour refoulement, avec un échangeur de chaleur et l'instrumentation nécessaire sur la pompe avec la lubrification des garnitures qui sont exigées sur le matériel de catégorie 1 et selon les cas de figure sur du matériel de catégorie 2 avec un marquage spécifique, effectivement, qui est adapté au classement de zone. Donc, en général, catégorie 1, donc 1G pour la zone 0, 2G pour la zone 1. Parce que je vous rappelle qu'il y a un décalage entre la dénomination des zones et la catégorie de matériel. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing ou pas, parce que je n'ai pas de... Oui, on est à peu près dans les temps, donc tout va bien. Donc, juste ce diapositive qui résume un peu les différentes démarches liées au respect des directives ATEX au niveau des utilisateurs, donc de faire en sorte de définir les zones avec les probabilités d'apparition d'une zone inflammable, et la directive fabricant, donc, qui consiste à mettre en place effectivement du matériel qui soit adapté et certifié aux dites zones qui auront été définies par les utilisateurs. Donc appareils qui devront être équipés des moyens de protection adéquats après étude et analyse effectivement des conditions d'utilisation que l'utilisateur nous aura fournies. Donc c'est vraiment une collaboration pleine et entière entre les utilisateurs qui ont besoin de matériel et les fabricants qui doivent faire en sorte, tout cela bien entendu dans le respect des directives et des normes ATEX, faire en sorte que le matériel puisse être utilisé en toute confiance de façon sûre. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. J'espère que ce n'aura pas